Imaginez lire Le Seigneur des Anneaux du point de vue de Sauron. Plutôt que de le voir simplement comme le grand antagoniste de l'histoire, imaginez comprendre ses pensées, ses motivations et ses peurs. Sauron, souvent perçu comme un simple méchant en 2 dimensions, cache en réalité une complexité beaucoup plus profonde. Après sa défaite écrasante à la fin du 2e âge, Sauron n'est pas entièrement détruit. Son esprit survit, mais il est considérablement affaibli. Il passe des siècles à se régénérer dans l'ombre, planifiant soigneusement son retour. Sauron choisit Dol Guldur, une forteresse située dans la forêt noire, comme lieu de reconstruction. Sous l'apparence d'un nécromancien, il commence à rallier des forces obscures à ses côtés, semant la peur et la corruption. L'anneau unique, source majeure de son pouvoir, est perdu pendant la bataille de la dernière alliance des elfes et des hommes. Bien que cet anneau soit arraché de son doigt par Isildur, celui-ci disparaît ensuite dans les eaux de l'Anduin. Pendant des siècles, l'anneau reste perdu, mais Sauron ne perd jamais l'espoir de le retrouver. Il sait que sans l'anneau, il ne peut retrouver toute sa puissance. Cette quête obsessionnelle de retrouver l'anneau devient le moteur de nombreuses de ses actions et stratégies. Les sages du Conseil Blanc, en particulier Gandalf, commencent à soupçonner que le nécromancien de Dol Guldur est en fait Sauron en personne. En 2941 du 3e âge, Gandalf se rend à Dol Guldur et confirme ses soupçons. Le Conseil Blanc, dirigé par Saruman, décide alors d'attaquer Dol Guldur. Sous la pression de cette attaque combinée des plus grands pouvoirs des peuples libres, Sauron est forcé de fuir. Cependant, cela fait également partie de son plan, car il choisit de retourner en Mordor, où il peut reprendre son pouvoir en toute sécurité et sans dissimulation. Les anneaux de pouvoir, forgés à l'origine par les elfes, sous la supervision de Sauron déguisé en Anatar, le seigneur des dons, sont essentiels à sa stratégie de domination. Sauron a conçu l'anneau unique pour contrôler tous les autres anneaux. Ainsi, chaque porteur d'un anneau est une marionnette potentielle entre ses mains. Les 9 anneaux, donnés au Seigneur des Hommes, transforment leurs porteurs en Nazgûl, des spectres de l'anneau, entièrement soumis à Sauron. Les 7 anneaux donnés aux nains, bien qu'ils n'aient pas complètement réussi à les asservir, ont exacerbé leur cupidité, semant la division et le chaos. Sauron joue un rôle majeur dans la chute d'Arnor, l'ancien royaume du Nord. Par l'intermédiaire de ses agents et de ses manœuvres subtiles, il provoque des guerres intestines et des conflits qui divisent et affaiblissent les Dunédains du Nord. Le Gondor, bien que plus résistant, est également une cible constante de ses machinations. Sauron orchestre des attaques de ses alliés orientaux et méridionaux contre le Gondor, affaiblissant progressivement cette grande nation. Les attaques constantes, la corruption interne et les pressions externes font du Gondor une forteresse assiégée, luttant pour survivre. L'un des coups les plus subtils de Sauron est de corrompre Saruman, chef du Conseil Blanc, à travers le palantir d'Orthanc. Initialement, Saruman est un adversaire de Sauron, mais son orgueil et sa quête de pouvoir le rendent vulnérable. En utilisant le palantir, Sauron commence à manipuler Saruman, exploitant ses ambitions personnelles. Sous l'influence du palantir, Saruman devient obsédé par la technologie de Sauron et l'idée de créer son propre empire. Les elfes, autrefois les gardiens les plus puissants de la Terre du Milieu, voient leur influence diminuer avec le temps. Nombre d'entre eux partent pour les Havres Gris pour rejoindre Valinor, laissant la Terre du Milieu de plus en plus exposée. Les hommes, divisés entre diverses factions et royaumes, sont en proie à des conflits internes et des manipulations de Sauron. Les nains, bien que courageux et résilients, sont isolés dans leurs montagnes et souffrent des attaques de diverses créatures sous le contrôle de Sauron. L'héritier d'Isildur, s'il existait encore, avait disparu depuis longtemps, et les mages bleus avaient chuté. Pendant ce temps, les forces de Sauron s'étaient considérablement renforcées, année après année, au Mordor ainsi qu'à l'est et au sud. Cette division et cet affaiblissement des peuples libres sont des éléments clés de la stratégie de Sauron pour reconquérir la Terre du Milieu. Il obtint un indice crucial sur la possible localisation de l'anneau lorsque Gollum, instinctivement attiré par la présence de Sauron, qui partageait la même essence que l'anneau unique, s'infiltra dans le Mordor et fut capturé. Sous la torture, Gollum cria les mots Sake et Comté. Ces mots n'avaient aucune signification pour Sauron, mais il élabora un plan astucieux. Il libéra Gollum. Nous découvrons la raison de ce geste dans le livre des Contes perdus.
Sauron comprenait la profonde malice de Gollum envers ceux qui lui avaient volé l'anneau, et devinant qu'il chercherait à se venger, Sauron espérait que ses espions seraient ainsi conduits à l'anneau. Il est possible qu'il y ait un élément de Sauron en tant que Maia, percevant que Gollum avait un rôle à jouer dans l'avenir de l'anneau. Gandalf avait ce même sentiment après tout. Sauron ne savait peut-être pas que Gollum finirait par tomber accidentellement dans les crevasses du destin, en tenant l'anneau. Mais il était certain que Gollum ne renoncerait jamais à sa quête de l'anneau, et ne le détruirait jamais intentionnellement. En reconstruisant son pouvoir et en semant la discorde parmi ses ennemis, Sauron prépare le terrain pour son ultime tentative de domination. Sauron lance son offensive majeure sur la Terre du Milieu par une attaque sur Osgiliath, la ville forteresse du Gondor. Cette cité, située sur les rives de l'Anduin, est une position stratégique clé. S'emparant d'Osgiliath, Sauron espère ouvrir une route directe vers Minas Tirith, la capitale du Gondor. L'attaque est brutale et bien coordonnée. Bien que les forces du Gondor réussissent à repousser cette première attaque, le coup porté à leur morale et à leur défense est significatif. Ils ne prévoyaient pas de déclencher une guerre totale à ce moment-là, mais ils souhaitaient tester les défenses du Gondor et sécuriser un passage à travers l'Anduin. Sauron fut surpris par la solidité des défenses du Gondor, ce qui retarda probablement le début de la guerre de quelques mois pendant qu'il renforçait ses troupes. Une autre raison de cette attaque était de faire croire à tout le monde que son objectif se situait autour du Mordor. Ayant appris que l'anneau unique a été retrouvé, Sauron mobilise immédiatement les Nazgûl, ses serviteurs les plus fidèles et les plus terrifiants, pour le récupérer. Les Nazgûl, autrefois rois des hommes, sont désormais des spectres de l'anneau totalement dévoués à Sauron. Leur mission est de traquer l'anneau et son porteur à tout prix. Sauron pense initialement que l'anneau se trouve dans la comté, et il envoie les Nazgûl parcourir la Terre du Milieu à la recherche de Frodon et de ses compagnons. Les Nazgûl, également connus sous le nom de Cavaliers Noirs, traquent Frodon jusqu'à Bree, puis sur le chemin de Foncombe. Sur le chemin de la comté, ils découvrirent également que Saruman n'était pas aussi fidèle à Sauron qu'il le prétendait. Le 23 septembre 3018, ils trouvèrent et pénétrèrent dans la comté elle-même. Il manque de peu de capturer l'anneau à plusieurs reprises, notamment à Amonsul, où Frodon est gravement blessé par l'un d'eux. Leur présence terrifiante force Frodon et ses amis à rester constamment sur leur garde, et ils doivent compter sur l'aide d'Aragorn et des elfes pour échapper à ces chasseurs implacables. Il faut préciser que Sauron ne savait rien de tout cela à l'époque. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne semblait pas être en communication télépathique constante avec eux. En effet, il envoya un messager vers eux à un moment donné. Cela laissa Sauron avec une grande décision stratégique à prendre. Il savait que l'anneau unique était arrivé à Foncombe et qu'il avait été en possession d'un hobbit. Mais maintenant, où était-il ? Sauron était toujours convaincu que nos héros essaieraient d'utiliser son anneau contre lui. Pourquoi ne le ferait-il pas ? Il était si puissant. L'idée qu'il pourrait vouloir le détruire ne lui traversa jamais vraiment l'esprit. Sauron ne pouvait tout simplement pas concevoir que quelqu'un ne veuille pas prendre le pouvoir quand il était à portée de main. Donc, l'objectif de Sauron était d'empêcher qu'ils l'utilisent contre lui, plutôt que de les empêcher de le détruire. La communauté de l'anneau partit de Foncombe quelques mois plus tard. Il y a un indice que Sauron pourrait avoir été derrière la tempête de neige lorsque la communauté essaya de traverser les montagnes de brume. Les films indiquaient que c'était Saruman, mais le livre suggère que c'était soit Sauron, soit la montagne Caradhras. Gandalf pense que c'est possible que ce soit Sauron, et cela ferait sens stratégiquement pour lui de couper l'ouest de la Terre du Milieu de l'Est, se gagnant un peu de temps. Pendant cette quête, Sauron découvre que Saruman, autrefois son allié potentiel, a ses propres ambitions concernant l'anneau. Saruman tente de trouver l'anneau pour lui-même, espérant utiliser son pouvoir pour supplanter Sauron. Cette trahison pousse Sauron à surveiller de plus près les actions de Saruman et à envisager des contre-mesures pour neutraliser cette menace concurrente. Malgré les obstacles, les Nazgûl continuent leur mission avec une détermination impitoyable. Après leur échec à capturer l'anneau en Eriador, ils sont rappelés à Mordor pour se réorganiser. Sauron les envoie ensuite avec des ordres plus précis et des moyens renforcés, comme lorsqu'il monte des créatures ailées pour mieux patrouiller et chercher l'anneau depuis les airs. L'une des erreurs majeures de Sauron est son incapacité à comprendre les véritables intentions de la communauté de l'anneau. Il ne peut concevoir que ses ennemis cherchent à détruire l'anneau
plutôt qu'à l'utiliser. Cette incompréhension le conduit à mal interpréter les mouvements de ses adversaires. Par exemple, il pense que l'attaque sur le Mordor menée par Aragorn est une tentative directe de confrontation plutôt qu'une diversion. Sauron semble avoir été incité à agir davantage à cause des actions audacieuses de quelques hobbits. Tout d'abord, après avoir échappé à Boromir qui tentait de s'emparer de l'anneau, Frodon le met, certes, mais il s'assoit ensuite sur un ancien siège de pierre au sommet d'Amon Hen. Ce siège était un ancien poste d'observation, et Frodon regarda directement en direction du Mordor. L'œil de Sauron le chercha, mais Frodon retira l'anneau avant d'être repéré. Sauron comprit alors qu'il se passait quelque chose. Quelqu'un avait utilisé l'anneau, sans qu'il sache précisément qui. Ensuite, moins de 2 semaines plus tard, Pippin examina la pierre d'Orthanc, le palantir de Saruman, et Sauron le vit. Sauron sut alors qu'un hobbit possédait l'anneau unique, et que Saruman le recherchait. En voyant un hobbit à Orthanc, il en conclut logiquement que Pippin était soit le porteur de l'anneau, soit un prisonnier de Saruman, qui détenait désormais l'anneau unique. La décision d'Aragorn d'utiliser le palantir pour se révéler à Sauron est un acte de défiance qui a un impact psychologique majeur. Sauron interprète cela comme une provocation directe et une indication que ses ennemis sont prêts à attaquer. Cette manœuvre audacieuse distrait Sauron, lui faisant croire que l'anneau pourrait être utilisé contre lui dans une confrontation imminente. Sauron s'efforçait maintenant désespérément de reconstituer ce puzzle. Il savait qu'un hobbit possédait l'anneau et qu'il se trouvait à Orthanc, tout comme l'héritier d'Isildur qui surgissait de nulle part pour le défier. Cela impliquait probablement que l'anneau unique était désormais entre les mains d'Aragorn, l'héritier d'Isildur, et l'audace d'Aragorn laissait penser qu'il était déjà sous l'influence de l'anneau. Le lieu logique pour Aragorn, s'il souhaitait défier Sauron, était Minas Tirith, la capitale et principale forteresse du Gondor. Et bien sûr, c'est là qu'il se dirigea. Sauron mobilise ses armées pour une attaque à grande échelle sur le Gondor, concentrant ses forces sur la prise de Minas Tirith. Cette offensive est conçue pour être rapide et décisive, visant à écraser les défenses du Gondor avant que des renforts puissent arriver. La bataille commence avec un siège intense, utilisant des machines de guerre, des trolls et la puissance terrifiante des Nazgûl pour semer la terreur. L'influence de Sauron à travers le Palantir sur Denethor, le surintendant du Gondor, joue un rôle crucial. Denethor, déjà en proie au désespoir, est rendu fou par les visions de la puissance de Sauron. Sa décision de se suicider et d'abandonner la défense de la ville affaiblit considérablement le moral des défenseurs de Minas Tirith, créant un moment de vulnérabilité critique. La bataille des champs du Pelennor est l'une des plus grandes batailles de la guerre de l'Anneau. Sauron déploie une force massive, comprenant des olifants, des hordes d'orques et ses principaux lieutenants. Cependant, l'arrivée inespérée de l'armée des Rohirrim, menée par Théoden, et l'intervention des armées de l'ombre commandées par Aragorn renversent la situation. La mort du roi sorcier d'Angmar, chef des Nazgûl, par Éowyn et Merry, est un coup particulièrement dur pour Sauron. Malgré la supériorité numérique, Sauron subit des pertes importantes lors de la bataille. Les actes héroïques de ses ennemis, les alliances improbables et les interventions surprises comme l'armée des morts convoquée par Aragorn bouleversent ses plans. Même avec une stratégie bien pensée, Sauron ne peut pas tout prévoir ni tout contrôler. Après la victoire au Gondor, Aragorn, désormais reconnu comme le roi légitime, décide de mener une dernière marche sur le Mordor. Cette manœuvre stratégique a pour but de détourner l'attention de Sauron de la mission secrète de Frodon et Sam. Aragorn réunit une armée composée des survivants du Gondor et du Rohan, et il marche courageusement vers la porte noire de Mordor, en sachant que leur force est nettement inférieure à celle des armées de Sauron. Leur but n'est pas de vaincre Sauron par la force, mais de créer une diversion suffisante pour permettre à Frodon et Sam de mener à bien leur mission. La marche sur Mordor est un acte de défiance qui perturbe profondément Sauron. Il voit dans cette attaque une tentative désespérée de le renverser. Convaincu que l'anneau est porté par Aragorn ou un autre chef de l'armée des hommes, Sauron concentre toute son attention et ses forces sur la défense de la Porte Noire. Cette diversion est cruciale car elle éloigne l'œil vigilant de Sauron de la montagne du destin, où Frodon et Sam s'approchent lentement, mais sûrement de leur objectif. Frodon et Sam, guidés par Gollum, traversent les terres désolées et hostiles du Mordor. Chaque pas est une lutte contre la fatigue, la faim
et le poids croissant de l'anneau sur l'esprit de Frodon. Leur périple est une série de défis physiques et mentaux, où la camaraderie et la détermination sont leurs seuls alliés. Ils doivent éviter les patrouilles orques et surmonter les obstacles naturels imposants pour atteindre la montagne du destin. À l'approche de la montagne du destin, la présence de Gollum devient de plus en plus problématique. Sa fascination pour l'anneau le pousse à trahir Frodon et Sam. Une confrontation dramatique a lieu à l'intérieur de la montagne du destin, où Gollum attaque Frodon dans une ultime tentative de récupérer son précieux. Ce combat est à la fois physique et symbolique, représentant la lutte entre la volonté de posséder et la mission de détruire. Lorsque Frodon atteint la fissure du destin et que Gollum mord l'anneau du doigt de Frodon, Sauron commence à comprendre l'ampleur de la menace. Son attention se tourne brusquement vers la montagne du destin, réalisant enfin que ses ennemis n'ont jamais eu l'intention d'utiliser l'anneau, mais de le détruire. Cette prise de conscience tardive plonge Sauron dans un état de panique. Il tente désespérément de rappeler Nazgûl pour intercepter Frodon, mais il est déjà trop tard. Dans un acte de folie et de destin, Gollum, après avoir arraché l'anneau à Frodon, perd l'équilibre et tombe dans les flammes de la montagne du destin. L'anneau est détruit dans les feux mêmes où il a été forgé. Avec la destruction de l'anneau, Sauron perd sa source principale de pouvoir. Son esprit, lié à l'anneau, est anéanti. Les grandes tours de Barad-dûr s'effondrent, et ses armées, privées de sa volonté de fer, se dispersent et sont facilement vaincues. La défaite de Sauron est en grande partie due à son incapacité à comprendre des concepts comme l'altruisme et le sacrifice. Il a toujours projeté sa propre soif de pouvoir et de domination sur ses adversaires, ne pouvant imaginer qu'il choisirait de détruire l'anneau plutôt que de l'utiliser. Cette vision limitée et égocentrique est ce qui mène à sa perte. Avec la chute de Sauron, le monde commence à se libérer de son emprise sombre. Les terres corrompues de Mordor commencent lentement à se régénérer. Les peuples libres de la Terre du Milieu, autrefois divisés et en guerre, commencent à reconstruire leur royaume. La paix, bien que fragile, est restaurée grâce au sacrifice des héros de cette grande aventure.